Salut à tous, c'est Gaza. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va ressasser l'histoire de celui qui a choqué la France entière. En effet, je parle du tristement célèbre Mohamed Merah. On part dans le sud de la France, plus précisément dans la ville de Toulouse, qui compte aujourd'hui près de 500 000 habitants. Là où le jeune Mohamed, né le 10 octobre 1988, a vu le jour. D'origine algérienne, Mohamed est le cinquième et le plus jeune de ses frères et sœurs. Il a un frère nommé Abdel Ghani, le plus âgé, qui leur tournera le dos par la suite. Et il a une sœur qui s'appelle Aïcha et une autre Souad et enfin Kader. Ce qui est marquant dans cette histoire familiale, c'est qu'au début, j'ai bien dit au début, il y a eu une accumulation d'éléments qu'on peut retrouver à faible quantité dans notre vie de tous les jours. Je pense aux disputes familiales, aux bagarres entre frères, mais vous allez voir que ça va prendre une toute autre dimension et que personne de leur entourage n'a su anticiper. À ses 4 ans, Mohamed et ses frères et sœurs sont confiés à leur mère Zoulikha par la suite d'un divorce difficile. Le père, qui s'appelle aussi Mohamed, avait purgé une peine de 5 ans pour trafic de drogue. Zoulikha, seule pour s'occuper de ses 5 enfants, elle a été très vite débordée par la responsabilité. À seulement 7 ans, Mohamed est déjà suivi par l'assistance sociale à l'aide à l'enfance qui voit en lui un enfant en manque d'encadrement éducatif. Par la suite, il se verra arraché de sa famille, ce qui n'arrangera pas l'évolution du jeune Mohamed. Le temps passe et Mohamed, à 12 ans, habitué aux allers-retours entre le foyer d'accueil pour enfants et sa famille avec qui il passait le week-end ensemble, la mère Zoulikha remarque à son retour un Mohamed agressif qui refuse l'autorité de n'importe qui. Par la suite, la mère s'est plainte aux services sociaux en disant « Il me frappait, me mordait, vidait tout le frigo, je ne pouvais pas lui parler méchamment, sinon il s'échappait ou m'insultait. » Sans personne pour orienter le jeune Mohamed avec une scolarité difficile, absent pratiquement tous les jours, il change régulièrement d'établissement, une situation que trop instable. À 15 ans, il est exclu définitivement du système scolaire. Comme tous les jeunes de son profil qui ont vécu un échec scolaire, le jeune Mohamed se tourne vers la rue. Puis passe les étapes, il enchaîne course-poursuite, les petits vols et les cambriolages de maisons. Et vous imaginez bien, loin d'être un criminel chevronné, il se fera attraper. Mais comme il était mineur au moment des faits, il prendra que des peines avec sursis. Donc le juge laisse Mohamed en liberté. Dans cette même période, il passera un CAP carrosserie en voulant faire son métier, une direction qui lui aurait sans doute évité une triste suite. Par la suite, il s'approprie une BMW dans un sale état, il la refait à neuf, avec le temps, il la revendra d'après les dires de sa mère à 22 000 euros. Un très bon coup, il avait de quoi réussir dans son coin avec un travail comme ça, mais Mohamed a suivi une direction totalement différente. Novembre 2007, Mohamed Merah a 18 ans. Maintenant, aux yeux de l'État, Mohamed est responsable de ses actes. Après un vol d'un sac à main au tribunal, sa peine tombe. Il prend 20 mois ferme. C'est le tournant dans l'affaire Mohamed Merah. Maintenant incarcéré, Mohamed Merah a 19 ans et commence progressivement à côtoyer des personnes qui ont du vécu dans le milieu terroriste, des salafistes influencés par ces derniers. Il s'intéresse à cet univers et tient des discours choquants avec ses codétenus. Du style, tu penses je pourrais écraser combien de personnes avec un camion? Ses collègues ne le prenaient pas au sérieux en pensant qu'il plaisantait, mais Mohamed était progressivement en train d'avancer dans une sombre direction. Il sort de prison en septembre 2009 avec une mentalité totalement différente. Il fait la connaissance d'un certain Sabri Essid, suivi depuis pas mal d'années par les services de renseignement pour être à la tête d'une cellule de recrutement terroriste. Sabri se rapproche de Mohamed, mais il n'est pas le seul Mohamed à connaître Sabri. Il y a aussi Kader, le frère de Mohamed Merah, qui connaissait Sabri. Faut savoir, quelque temps avant, Kader, après avoir eu une dispute avec son grand frère Abdel, il lui assène 7 coups de couteau au niveau du torse et des côtes. Par la suite, Kader fera 4 mois de prison. Ce dernier était l'un des plus violents de la maison, si ce n'était le plus violent. Il frappait violemment sa mère Zoulikha et n'hésitait pas à tabasser ses sœurs si elles ne se soumettaient pas à lui. Le temps passe et la famille Merah décline.
Le frère Abdelkader et la sœur Souad sont suspectés par les services de renseignement pour recrutement terroriste. On est en 2010. Mohamed Merah décide de mettre en jeu les idées qu'il avait depuis son séjour dans la prison de Saïs, à côté de Toulouse. Il enchaîne les voyages, il part en Jordanie et plusieurs pays du Moyen-Orient et répète ses déplacements tout au long de l'année dans un seul but de trouver des djihadistes et se faire des contacts pour le guider dans ses objectifs meurtriers. La police française veut savoir de ses déplacements auprès de sa sœur Souad, mais elle leur indique que son frère s'est rendu en Algérie alors qu'elle-même lui avait payé un billet pour la Syrie. Souad et Kader ont un grand rôle dans la progression du jeune Mohamed Merah. Des voyages ont été financés par sa sœur qui s'est donné du mal à le couvrir. Et avec l'argent qui s'est fait avec la vente de sa BM, il a pu se permettre de tels déplacements. Ici, on voit Mohamed en Égypte. Il s'est rendu au Pakistan, en Irak et en Afghanistan. Pendant ses voyages, il a envoyé un mail à sa sœur dans lequel il exprime son mécontentement envers elle parce qu'elle ne lui a pas envoyé une lettre pour une demande au droit de chômage. Dans ce mail, il dit « Enfin tu me réponds, eh ben on peut compter sur toi, mashallah. T'es vraiment une personne de confiance à qui on peut demander des services. La lettre de mon chômage, tu l'as envoyée? Ça risque de te prendre du temps d'aller chercher une feuille et un stylo. Si tu me vois, trace ta route, me dis pas bonjour ou quoi, je te préviens parce que je vais m'énerver sur toi et que ton mari n'a pas intérêt à s'en mêler parce que je suis pote de personne. » Après ce mail, Mohamed Merah, à peine 2 jours plus tard, il sera renvoyé en France par l'armée américaine après avoir été arrêté par les autorités afghanes. Ces derniers lui ont dit que tu n'as rien à faire ici, on va te ramener là d'où tu viens. Et après avoir reçu les instructions et les informations de la part de personnes qui forment les terroristes, il retourne en France et se fait discret, une étape à respecter parmi tant d'autres. On est le 19 octobre 2011, le voilà arrivé en France. Maintenant, Mohamed habite tout seul, il a son chez lui, toujours dans le même secteur, à Toulouse, au 17 rue du Sergent Vignier. À peine un mois après son retour, Mohamed est déjà sous surveillance par la TSRI. Les services le savent, qu'il sait qu'il est sous surveillance, mais Mohamed, tout en restant méfiant, il se contente de reprendre son train de vie d'une personne totalement ordinaire. Parmi les petits détails qui laissent les services de surveillance perplexes, en effet, Mohamed ne passe jamais d'appel avec son téléphone. Il passe ses appels dans des cabines téléphoniques et passe toutes ses journées dans son appartement les volets fermés. À croire qu'il prépare quelque chose. Par la suite, le gardien de l'immeuble dans lequel réside Mohamed a été mis pour mission de la part de la TSRI de surveiller Mohamed Merah. Mais ce dernier n'est pas dupe. Je vais vous raconter l'anecdote du gardien de l'immeuble qu'il a dit lors d'une interview. J'écoutais derrière la porte de Mohamed. À peine que je me suis retourné que Mohamed pose la main sur mon épaule en me disant « Qui êtes-vous » Et je lui réponds « Je suis le gardien de l'immeuble » et Mohamed me répond « Désolé, bonne journée à vous ». C'est pour vous dire qu'à ce moment, Mohamed était sur ses gardes et se savait surveiller. Quelques temps plus tard, Mohamed ne tardera pas à plonger toute la France dans une période sombre. Il s'est procuré une GoPro avec laquelle il filmera tous ces massacres. Quelques jours plus tard, une certaine annonce d'une moto Suzuki Bandit attire l'attention de Mohamed Merah. Dans la description, le vendeur précise pour prouver qu'elle a pu rouler « Je suis militaire, je suis souvent en déplacement ». Mohamed saisit l'occasion et se fait passer pour un client intéressé et se donne rendez-vous le 11 mars 2012. Imad Ziatan, le vendeur de la moto, ne se doute de rien, mais il vient de fixer un rendez-vous avec un tueur qui sera plus tard l'ennemi numéro 1 de la France. 11 mars 2012, Imad Ziatan attend Mohamed sur le parking d'un gymnase, là où ils se sont donné rendez-vous. Après un moment d'attente, il aperçoit un homme tout en noir sur un scooter de grosse cylindrée arrivé sur le parking. Il descend du scooter et marche vers la direction de Imad. Ce dernier se dit que c'est l'éventuel acheteur et avance lui aussi, puis Mohamed sort son Colt 45 et pointe son pistolet sur Imad en lui posant la question suivante. « Tu es militaire ?» Et Imad lui répond « Oui, je suis militaire. »
puis Mohamed lui ordonne de s'agenouiller, mais Imad refuse pour je ne sais quelle raison. Mohamed ouvre le feu une première fois, Imad s'effondre et lui tire une deuxième fois à la tête. Imad meurt sur place. Mohamed prend le temps de ramasser une douille des 2 balles qu'il a tirées et repart en trombe sur son scooter. Le premier meurtre d'une longue série. 15 mars 2012, pendant que la police envisage la piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue, du meurtre de Imad Ziadan, le second événement leur donnera une information en plus et pas des moindres sur le tireur. On se retrouve 4 jours plus tard du meurtre d'Imad à côté de la caserne du 7e régiment parachutiste de Montauban. Les militaires au béret rouge sont partout dans la zone, bien étant non armés. Loïc Libert, Mohamed Logouad, 28 ans, et Adel Chounouf, 25 ans, tous les 3 retirés tranquillement de l'argent au distributeur. Puis un homme sur un scooter descend et se dirige vers les 3 hommes, toujours avec le même pistolet, un Colt 45. Il tire derrière la nuque de Loïc Libert, le rendant paraplégique à vie, et tire sur Mohamed Logouad, le tuant sur place, et le 3e a tenté de s'enfuir, mais tombe sous les balles mortelles de Mohamed Merah, le tuant sur place. 2 des 3 hommes sont morts sur place. Le seul miraculé, Loïc Libert, survivra, mais sa vie ne sera jamais la même. Mohamed prend le temps de récupérer les douilles, mais fait tomber son chargeur qu'il ne récupérera pas. Mais cette fois-ci, la police a plusieurs informations sur Mohamed Merah, car la caméra du guichet a filmé toute la scène. Il sera présent le gabarit de Mohamed. Il est mince, mesure entre 1m75 et 80. Des informations intéressantes, ça pourra réduire les rayons de recherche sur le système de fichiers criminels, et aussi ils ont pu voir la manière de pratique. On peut le voir sur la vidéo avec une GoPro sur le torse qui a filmé l'exécution des militaires devant le guichet. Et aussi ils ont pu identifier le modèle du scooter, un T-Max de couleur noire qui était dans le champ de vision de la caméra. Par la suite, le chargeur qu'il a laissé Mohamed sur place comptait 7 balles. Après analyse, la police a réussi à faire le lien entre le premier drame et ce dernier. Ils savent que c'est la même arme qui a été utilisée pour tuer Imad Ziadan. L'affaire est à présent sous les projecteurs. Le monde entier est tourné vers cette dernière. La police met de l'intensité dans les recherches. Ces derniers ont eu une idée très vicieuse, c'est de partir sur le système informatique et de taper le titre de la recherche qui les conduiront au résultat de la moto d'Imad Ziadan et de voir les utilisateurs qui ont consulté cette annonce. Ils tapent moto plus militaire et la police judiciaire établit une liste de suspects. 9 personnes avaient consulté l'annonce sur les derniers jours et parmi ces suspects, 3 personnes sur Toulouse et un nom retient leur attention. Zulika Merah, la mère de Mohamed, et Abdelkader, tous 2 fichés comme étant islamistes radicaux et suivis par des années par les services de renseignement. Donc ça laisse penser qu'ils se sont connectés avec la connexion qui est sur le nom de leur mère. Mais malgré ces preuves, la police judiciaire trouve ces informations insuffisantes pour procéder à l'arrestation des 2 frères. Un choix qui va coûter par la suite la vie de plusieurs innocents et faire sombrer la France dans l'horreur totale. 19 mars, il est 7h55 du matin. Mohamed Merah se rend à l'école juive au Zaratora sur son T-Max et va commettre une série de tueries d'une cruauté rarement vue. Armé d'un Uzi en bandoulière, personne ne fait attention à l'arme qu'il portait. Il s'arrête devant le portail de l'école et descend de son scooter et ouvre le feu vers la direction d'un enfant accompagné de son père. Mais le Uzi s'enraye, alors il prend aussitôt son Colt 45 et abat froidement le père. Et son fils atteint de plusieurs balles, il meurt sur place. Il ne s'arrête pas là. En voyant une foule d'enfants s'abriter dans l'école, il va décider de rentrer directement à la source et va attraper une petite fille par les cheveux nommée Myriam et lui tirer dans la tête. Et rattraper un petit garçon, Gabriel, 4 ans, et lui tirer aussi une balle en pleine tête. Après avoir commis cet acte effroyable, Mohamed prend la fuite et laisse le corps sans vie d'un père qui était professeur dans la même école et laissait des mômes gisant au sol. Cet événement remontera au plus haut sommet de l'État. Le jour même, Sarkozy et François Hollande se rendent sur place pour s'exprimer devant les médias concernant cette affaire devenue nationale.
Après ça, une chasse à l'homme commence. La police judiciaire déploie les grands moyens pour retrouver l'assassin et ils décident de se concentrer sur le T-Max aperçu par les caméras de surveillance près de l'école. Ils le savent qu'ils ont affaire à la même personne de la tuerie qui a tué 2 militaires 4 jours plus tôt. Ils constatent beaucoup de similitudes. Le scooter, bien qu'il a changé de couleur, qui est passé du noir au blanc, le scooter reste le même modèle. Alors la police décide de faire les concessionnaires de la région à la recherche d'informations qui pourront les orienter vers une piste. Par la suite, la police tombe sur un vendeur qui leur fait part d'une question bizarre posée par un de ses clients qui disait: vous savez comment je pourrais me débarrasser d'un tracker? Il faut savoir que des modèles de scooters récents peuvent en être équipés. Ces trackers servent à localiser le scooter en cas de vol. Le vendeur dit se souvenir de la personne, alors la police lui montre des potentiels suspects et le vendeur désigne 2 visages et dit c'est un d'entre eux. Ces visages sont de Mohamed Merah et Abdelkader Merah, déjà présents la famille Merah dans les fichiers de police liés à l'annonce de la Suzuki Bandit du militaire et maintenant liés au T-Max. Les coupables deviennent une évidence. Les policiers mettent alors la maison d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed, sous surveillance. Il a emménagé avec son épouse depuis peu dans un pavillon à Haute-Rive situé à 40 km de Toulouse. Pendant ce temps, notre équipe se met en place à l'adresse du deuxième frère Mohamed Merah, âgé maintenant de 23 ans. En sachant qu'il était déjà sous surveillance par la DSRI, la police décide de mettre une caméra face à la sortie de son immeuble. On est le 20 mars ce jour-là, juste le lendemain de la tuerie qui a eu lieu dans l'école. Mohamed Merah passe toute sa journée chez lui sans donner le moindre signe de vie. La seule fois qu'il a été aperçu, c'est une fois qu'il a entendu un hélicoptère de la gendarmerie passer en rave-mode dans le secteur. Il ne le sait pas lui, mais le secteur est quadrillé par la police, le soupçonnant d'être l'auteur des tueries. Ils ont pour mission d'intervenir chez lui à 3h30 du matin, tout comme son frère. Donc la surveillance est maintenue jusqu'à l'heure exacte. Mais la surveillance vont commettre une faute professionnelle et ne vont pas vérifier toutes les sorties du bâtiment. En effet, le bâtiment avait une sortie qui donnait sur l'arrière du bâtiment et Mohamed Merah la prendra pour aller chez sa petite amie nommée Touria. Il est 19h30, il pose son sac contenant la GoPro qui a filmé tous les meurtres. Il fait sa vie tranquille dans Toulouse, alors pendant ce temps-là, la police pensait qu'il était toujours enfermé chez lui. Il passe à une pizzeria et le même soir, il passe aussi un appel aux chaînes de télé dans une cabine. Il appellera plusieurs chaînes dont France 24 et revendique les tueries qui ont eu lieu à Montauban et dans Toulouse. Il fait part de son envie de diffuser ces vidéos sanglantes, une requête rejetée. Après avoir fini cet appel à 1h du matin, il retourne chez lui sans que la police ne se rende compte de son aller-retour. Voilà pourquoi c'est important de connaître son environnement. Mohamed le connaissait, a réussi à tromper tout un régiment, mais il a fait une grosse faute en retournant chez lui. Une fois rentré, il ne dort pas, il se pose derrière sa télé, puis quelques minutes plus tard, il entend et reconnaît direct le bruit de la porte de son bâtiment. Il est alors 3h15 du matin. Une équipe d'intervention vient de pénétrer dans son immeuble. Mohamed Merah commence à sentir quelque chose d'anormal. Juste derrière la porte, le raid s'apprête dans le plus grand des silences à enfoncer la porte à l'aide d'un bélier pneumatique. Mais Mohamed Merah finit par savoir que la police est derrière, déterminée depuis toutes ces années à faire payer la France. Il sort son Colt 45 et ouvre le feu sur les hommes du raid. À travers la porte, il en touche 2, un à l'épaule et le deuxième à la cuisse. Surpris, les policiers reculent et répliquent en tirant eux aussi dans la porte. Mohamed Merah, de son côté, barricade sa porte. À ce moment, Mohamed Merah a fait dévier l'intervention qui était de base de l'interpeller vivant un ordre venant du président Sarkozy pour se faire une publicité car c'était la période de la campagne présidentielle et s'il montrait au peuple français qu'il avait attrapé vivant un terroriste, ça lui aura donné un gros avantage sur sa campagne. Voilà la raison pour laquelle il a tant voulu l'avoir vivant. De son côté, Mohamed Merah se précipite dans sa salle de bain, enfile sa djellaba et son pare-balles
prêt à mourir comme un soldat. Le raid s'est replié, il ne s'y attendait pas qu'une intervention prendra cette tournure. Il commence une phase de négociation le jour levé. De son côté, son frère Abdelkader n'oppose aucune résistance et se fera interpeller avec sa femme et amené au commissariat central de Toulouse. Ils trouveront chez lui de l'huile de paraffine, un produit qui peut permettre la fabrication d'engins explosifs, un livre sur les armes et des données supprimées sur son téléphone, des consignes d'apprentis terroristes. Revenons dans la situation de Mohamed Merah. Ce dernier a accepté la négociation, mais pas pour rendre les armes, mais plus pour exprimer sa haine envers la France. Pendant les échanges qu'il a eus avec la police, il dit « Sachez qu'en face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort. Moi, la mort, je l'aime comme vous, vous aimez la vie. » Et il parlera de son déplacement en Syrie et tous les autres pays dans lesquels il s'est rendu. Il dira avoir passé une sorte de formation au Pakistan qui lui aurait permis d'apprendre le maniement des armes automatiques. Et aussi, il leur balancera les clés du box dans lequel sera retrouvé son T-Max et son Colt 45 qui lui aura servi à tuer 7 personnes, dont des enfants. Après des longs moments d'échange avec la police, il leur dit qu'il se rendra le soir, mais au fond, il n'a pas l'intention de se rendre, c'est pour se reposer. Le soir, il leur dira qu'il est prêt à se battre et à tuer le maximum de policiers. Durant la nuit, les unités d'intervention vont essayer de déstabiliser Merah en explosant ses fenêtres. Il répliquera avec quelques tirs sans plus. Le raid attendra demain pour donner l'assaut final. On est le 22 mars, 10h31, le début de la fin. Une équipe du raid lourdement armée s'introduit dans le hall de l'immeuble et enfonce la porte de l'appartement. Des meubles retournés ralentissent la progression de l'équipe en rentrant dans l'appartement. Boucliers balistiques en main et pistolets en main, ils avancent vers la salle de bain, là où se trouve Mohamed, mais il le sait qu'ils sont dans l'appartement. Il y a alors qu'un mur qui sépare Merah du raid. Ces derniers ne tirent pas. Il règne un silence glaçant, que des bruits de pas du raid qu'ils se mettent en place et envoient des grenades lacrymogènes, ce qui déclenchera une rafale de tirs de la part de Merah. Au milieu de toute une équipe lourdement armée, Merah sort subitement au milieu du raid par je ne sais quel miracle. Il a réussi à gagner une autre pièce sans s'être fait tuer. Je pense qu'ils avaient toujours en tête de le ramener vivant malgré toutes ces fusillades. Maintenant, dans la pièce tout proche du balcon, Merah reprend son souffle et s'élance pour sortir par son balcon, là où il recevra une balle d'un sniper en pleine tête. La fin du tueur au scooter. Faut savoir que sa sœur était présente au moment des faits et pendant la négociation, elle voulait parler à Mohamed. Mais la police l'a soupçonné d'être en lien avec ces attentats, donc alors ils ne lui ont pas fait confiance. Son frère Abdelkader finit par la suite par prendre une peine de 20 ans pour association de malfaiteurs. Et sa sœur Souad n'a plus fait parler d'elle. Elle aurait 2 enfants et travaillerait dans la région de Toulouse. Le troisième frère Abdelghani, devenu père par la suite, ne voudra plus entendre parler de sa famille. Et concernant Aïcha, j'ai aucune information sur cette dernière. Voilà comment se termine l'histoire de Mohamed Merah, un garçon qui a pris à cœur les dires de personnes qui n'ont aucun lien avec l'islam et d'enlever la vie de 7 innocents, dont des enfants qui avaient toute une vie devant eux, et laisser un militaire paraplégique qui ne pourra plus jamais marcher sur ses 2 pieds. Il a fait part d'une cruauté sans nom et a fini par le payer par sa vie. J'espère que la vidéo vous aura plu et intéressé. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.